Dans l'épisode précédent, nous avons vu pourquoi et comment avait émergé le PIB et quel était son objectif. Les dirigeants ayant été convaincus qu'il fallait une gestion forte de l'État, le PIB a été inventé puis harmonisé au niveau mondial. Cet outil avait les avantages d'être simple à calculer, d'aider à lutter contre le chômage et enfin de mesurer la consommation des ménages sur le territoire. Les habitants qui peuvent s'acheter de l'électroménager et des voitures améliorent grandement leur confort de vie et il y a donc pour les politiciens, puis pour la population tout entière, une corrélation forte entre la croissance du PIB et l'augmentation du bien-être. Bah alors, tout va bien dans le meilleur des mondes, non? Eh bien, non. Le PIB est assez communément critiqué de nos jours pour de très bonnes raisons. Mais on le garde quand même. Et ça, c'est complètement dingue. Allez, on est parti! D'accord, faisons comme ça. Alors déjà, est-ce que la corrélation de la croissance du PIB avec le bonheur de la population est légitime? Permettez-moi d'en douter. À une certaine époque, lorsque les gens n'avaient pas grand-chose et que leur consommation leur permettait d'acquérir de nouveaux objets très utiles pour eux, oui, il y avait une belle corrélation entre les deux. Un lave-linge, une voiture, ça change clairement une vie. Cependant aujourd'hui, si vous achetez un nouveau lave-linge parce que le vôtre s'est arrêté de fonctionner au bout de 3 ans et qu'il coûte trop cher de le réparer, vous faites augmenter le PIB national mais votre confort personnel n'a clairement pas augmenté. Il a juste stagné. On voit donc déjà une décorrélation entre PIB et bonheur de la population. Et dans une société qui penche plutôt vers la surconsommation, on ne peut pas être certain que consommer plus, c'est être plus heureux. Au contraire, l'économiste Jean Gadret présente dans un numéro d'Alternative économique une courbe qui montre qu'à partir d'un certain niveau de PIB par habitant, le bonheur ressenti par la population n'est plus dépendant du PIB. Encore plus marquant, 2 chercheurs américains ont calculé un indice de santé sociale, ou ISS, sur une base de 16 critères, dont la mortalité infantile, le suicide des jeunes, la pauvreté des seniors, les délits violents, etc. Et voici le résultat aux USA de 1959 à 1996. On voit clairement qu'au début, l'ISS semble suivre le PIB, mais à partir de 1968, ce critère commence à diminuer inexorablement, ce qui, une nouvelle fois, semble montrer que la consommation ne va pas de pair avec un certain bonheur des habitants. Dans l'épisode précédent, on est passé rapidement sur le classement des PIB par habitant et il allait contre toutes nos intuitions. Le Qatar est premier en PIB par habitant. C'est certes un pays où l'argent coule à flot, mais où toute critique du pouvoir est strictement interdite sous peine de prison. Ça reste un régime autoritaire. Est-ce synonyme de bonheur? L'Irlande est très bien placée, en 6e position. Cela provient du fait que pour éviter trop d'impôts, les GAFA, Google, Facebook, Amazon et Apple, et d'autres grandes entreprises domicilient tous leurs revenus en Irlande, ou parfois au Luxembourg, même combat. Est-ce que les citoyens irlandais sont plus heureux pour autant? Et le PIB par habitant cache énormément les inégalités. La Chine, première puissance mondiale d'après le PIB PPA, est 82e de ce classement de PIB par habitant. Sur leurs 1,4 milliard de citoyens, combien vivent réellement décemment? Ces indicateurs peuvent rendre aveugles. On ne regarde plus qu'eux, et on extrapole tout un tas de choses aussi grossières et marketing que la France est la 7e puissance mondiale. La France aurait perdu sa place de 5e puissance économique mondiale au profit du Royaume-Uni. Oui, le PIB britannique a dépassé celui de la France en 2014. Dernière chose qui nous fait douter de la corrélation entre PIB et bonheur de la population. Il n'y a aucune prise en compte du travail bénévole, du travail au foyer, de la solidarité associative. Tout ce qui peut faire le lien et le liant de notre société est entièrement passé aux oubliettes. On essaye de faire croire que tout le bonheur se calcule par l'argent. Alors on l'a vu, déjà, nous pouvons grandement douter, surtout dans nos pays déjà riches, de la corrélation entre une croissance du PIB et une augmentation du bonheur de la population. Mais du coup, qu'est-ce qu'il en est pour le futur ? Eh bien, la croissance est en plus dangereuse pour le futur. Je vous explique. Le PIB est un flux. Ça mesure tout ce qui s'est produit dans l'année et passe de main en main et non un stock, un patrimoine. Et ça change tout. En effet, on peut très bien regarder un flux en se disant que tout va bien, Madame la Marquise, et être complètement aveugle à la situation réelle. Imaginez que vous êtes devant une rivière. Vous savez qu'elle s'en va d'un lac, qu'elle coule ensuite jusqu'à la mer. Tous les ans, en regardant la rivière, vous la trouvez de plus en plus grosse et belle. Vous êtes content. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est juste la sortie du lac qui s'est agrandie, et que celui-ci voit son niveau diminuer d'année en année, jusqu'au jour où il sera complètement sec et que votre rivière ne coulera plus. Pour le PIB, on regarde donc tout ce qui a été produit dans l'année, mais on ne regarde pas si ça change notre stock, c'est-à-dire notre patrimoine. Le patrimoine peut être culturel, humain ou environnemental par exemple. Si on pioche dans notre stock en permanence, sans prendre garde à son niveau, on risque de le tarir juste pour faire augmenter notre PIB. De même, si avec notre activité économique, on pollue nos sols, notre air, tout en détruisant la biodiversité, ça ne se voit pas du tout dans le PIB. On ne prend pas en compte ce qui s'appelle les externalités négatives.
Une externalité négative existe lorsque la production ou la consommation d'un bien ou d'un service nuit à une tierce partie. Dans le premier épisode, j'ai évoqué le livre Effondrement de Jared Diamond. Dans ce livre, il parle assez longuement des habitants de l'île de Pâques. Vous savez, ces habitants étaient capables de bâtir des statues qui pesaient jusqu'à 80 tonnes, sans machine. Ça force le respect. D'après lui, pour déplacer des pierres, les habitants auraient utilisé énormément de rondins de bois. Leur production était de plus en plus grande, majestueuse, lourde, et leur utilisation de bois également. Leur stock de forêt se serait tellement appauvri que les animaux ont déserté et qu'il ne restait plus assez de bois pour faire des pirogues, ce qui aurait entraîné l'effondrement de leur civilisation. Cette thèse de Diamond est une nouvelle fois parfois décriée, mais elle illustre bien par un exemple précis un phénomène de mauvaise gestion d'un patrimoine dans le but de favoriser une production annuelle. Dans notre civilisation, nous piochons de plus en plus de matières premières, de métaux, de pétrole, de gaz, de charbon, pour satisfaire notre croissance, alors que ce stock est fini et que nous créons en plus de la pollution et du réchauffement climatique qui risquent de très largement diminuer notre bien-être futur. Parce que nous regardons béatement la rivière, on en oublie de vérifier l'état du lac. Pourquoi ne pas se satisfaire de la rivière qui coulait normalement, mais qui laissait le lac intact ? Simon Kuznets lui-même, l'inventeur du PIB dans les années 30, avait pourtant prévenu que cet indicateur ne devait pas être utilisé à tort et à travers en disant en 1962 « On doit garder à l'esprit les distinctions entre la quantité et la qualité de la croissance, entre les coûts et les bénéfices, et entre le court et le long terme. Les objectifs de plus de croissance devraient préciser plus de croissance de quoi et pourquoi. » Ou encore cette citation forte de Kennedy en 1968. « Le PIB ne tient pas compte de la santé de nos enfants, de la qualité de leur instruction, ni de la gaieté de leur jeu. Il ne prend pas en considération notre courage, notre sagesse ou notre culture. En un mot, le PIB mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. » Alors face à ces défauts, que faire ? Nos gouvernements ont bien conscience que le PIB ne répond plus aux enjeux modernes. Par exemple, Nicolas Sarkozy a demandé en 2008 à Joseph Stiglitz, économiste ultra reconnu, de monter une commission pour réfléchir à des alternatives à cet indicateur. Et je demande à Jean-Philippe Cottis et à l'INSEE de réfléchir immédiatement à la modification de l'appareil statistique français, ce qui nous permettra de dire aux autres « faites ce que nous avons fait » et non pas, comme si souvent dans le passé, « faites ce que nous nous abstenons de faire ». La crise ne nous rend pas seulement libres d'imaginer d'autres modèles, un autre avenir, un autre monde. La crise nous y oblige. Nous n'avons pas le choix. Mais du coup, ils ont tout changé ? Ben non, rien. La commission a rendu ses travaux et l'INSEE a globalement répondu « merci », mais rien de plus. Les recommandations finales étaient beaucoup trop ambitieuses, concède François Bourguignon, membre de la commission. Je vous mets en commentaire une interview récente de Florent Janicatrice qui nous donne quelques informations supplémentaires. Du coup, tout le monde est d'accord pour dire que cet indicateur est mauvais, qu'il nous entraîne dans une mauvaise direction, qu'il est même devenu dangereux. Mais son avantage d'être facile à calculer et à interpréter fait qu'on l'utilise encore quoi qu'il arrive. En fait, notre civilisation est devenue tellement complexe et interconnectée qu'on a du mal à changer quoi que ce soit de structurant sans tout casser, ce qui explique une certaine fraîcheur lorsqu'il s'agit de remettre en question le PIB. Un seul pays au monde, à ma connaissance, a décidé d'adopter un autre indicateur national. Il s'agit du Bhoutan, avec le bonheur national brut, ou BNB. Il repose sur 4 piliers. Un développement économique et social, durable et équitable. La préservation et la promotion des traditions culturelles bhoutanaises. La sauvegarde de l'environnement, et enfin, une bonne gouvernance. Un classement établi pour le compte de l'ONU d'après cet indicateur place les pays nordiques en tête. Finlande, Norvège, Danemark, Islande. Le froid aiderait-il à être heureux ? La France est classée 23e, mais au fond, peu importe, parce que ce n'est pas sur cet indicateur que se basent nos gouvernements successifs. En conclusion, rappelez-vous de ces différents défauts. 1. La corrélation PIB-bonheur est fausse, notamment dans les pays déjà riches. 2. Le PIB a tellement d'anomalies que sa seule lecture peut raconter un peu n'importe quoi. 3. Les externalités négatives sont complètement mises sous le tapis et on pilote donc sans prendre en compte ni la pollution, ni la raréfaction des ressources, ni le réchauffement climatique. C'est pas gagné, Pour changer de discipline, on va s'intéresser dans l'épisode suivant aux ressources fossiles, notamment le pétrole. On reviendra sur le PIB un peu plus tard parce qu'on a encore beaucoup de choses à en dire. Au risque de me répéter, si vous trouvez ce contenu intéressant, vous pouvez vous abonner, ça m'aidera vachement, vraiment. Et partager, parlez-en autour de vous. Merci et à mardi. Pour passer au niveau suivant, cliquez sur le rond central puis sur s'abonner. Vous pouvez ensuite visionner l'un des 2 épisodes proposés. N'hésitez pas à pouce bleu ou commenter pour aider la chaîne. À bientôt.